Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Un conseil des ministres vient de s'achever, présidé comme d'habitude par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. Ce conseil avait à son ordre du jour des mesures générales, un projet d'ordonnance et des projets de décret, des mesures individuelles, des communications et un point en divers. Je dois, avant de commencer, dire que le chef de l'État tenait à ce que l'activité gouvernementale ne s'arrête pas, que cette élection ne soit pas un élément perturbateur de l'activité générale dans le pays, que ce soit une étape, une pause, et que dès le lendemain du prononcé du résultat, que le pays puisse se remettre au travail. Et j'allais dire, ces vœux ont été exaucés, puisque cette élection s'est passée en un tour, et le gouvernement donc s'est remis immédiatement au travail, au service des Ivoiriens. Et nous pouvons donc éviter ce qui s'est passé en 2010, la perte de temps qu'a constitué donc la crise post-électorale, la perte d'opportunités, etc., etc. Donc nous sommes très heureux d'être à nouveau à la tâche. Le président l'a dit, vous l'avez entendu, donc je ne vais pas revenir sur ses propos sur le gouvernement et sur l'action qui est menée par ce gouvernement depuis quelques années maintenant. Nous passons donc au contenu de ce qui a été discuté, traité, décidé au Conseil des ministres ce matin. Premièrement, dans le chapitre des mesures générales, projet d'ordonnance, au titre du ministère du Commerce, le Conseil a adopté une ordonnance qui porte extension du bénéfice des avantages incitatifs du régime d'agrément à l'investissement, du Code des investissements, à des activités qui auparavant en étaient exclues, c'est les activités de création, de développement d'activités de grands centres commerciaux. Cette mesure est prise pour encourager la création et le développement d'activités commerciales qui, dans certains cas, sont assimilables à des investissements à caractère industriel, notamment par rapport au coût que la construction de ces centres-là peut représenter. C'est une réponse appropriée, vous le devinez, au phénomène d'urbanisation auquel nous ne pouvons pas échapper, ainsi qu'au développement d'une classe moyenne qui est de plus en plus importante dans nos pays et dont le mode de consommation, évidemment, change. Cela va permettre de donner des emplois, de créer des emplois, notamment pour nos jeunes. Cela va permettre de mieux structurer certaines activités agro-industrielles, voire même agricoles. Cela va permettre d'améliorer la qualité de vie des populations. Cela va permettre de réduire la cherté de la vie, puisque cela va permettre de créer plus de compétition. Et donc, en augmentant l'offre, nous développons la concurrence, et cela permet donc de lutter contre la cherté de la vie. Cela va permettre également d'accroître la formalisation du commerce dans notre pays, qui va être de moins en moins informel, pour aller de plus en plus dans ces grands centres commerciaux. Voilà, donc cette décision est prise et s'applique à tous les projets de cette nature. Je dois dire qu'il y a un grand nombre qui, à ce jour, frappent à la porte de notre pays et vont concerner pas seulement les quartiers UP d'Abidjan, mais également tous les autres quartiers, les quartiers périphériques, et voire même des villes à l'intérieur du pays. Nous passons au chapitre des projets de décret. Le premier pris au titre du ministère auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances est un décret qui porte ratification d'un accord de prêt de 9 millions d'euros, soit 5 903 613 000 francs CFA, conclu le 2 janvier 2015 entre la KfW et la République de Côte d'Ivoire pour le financement d'un projet de promotion de l'économie agricole. Ce financement va permettre de mettre à la disposition
des petits producteurs qui aujourd'hui participent à ce qui s'appelle le schéma de l'agriculture sous contrat, SASC, ainsi qu'aux acheteurs de produits agricoles, de mettre à leur disposition un guichet de refinancement pour les crédits à moyen et long terme que ces acteurs sont amenés à contracter. Cela va permettre le développement de ces activités et cela va permettre également d'améliorer significativement leur situation économique. Cet financement qui est fait sur une durée de 40 ans, dont 10 ans de différé, un taux d'intérêt de 1%, tout cela je le donne pour que vous en mesuriez le taux de concessionnalité qui ici est très bon. C'est pratiquement un quasi-don. Toujours au titre du ministère, auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le Conseil a adopté un décret portant ratification d'un accord de prêt d'un montant de 24 millions de dollars US, soit 13 milliards 700 millions de francs CFA, conclu entre l'Exim Bank Inde et notre pays, en vue du financement de la tranche 2 du projet d'interconnexion des réseaux électriques entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Donc, cela va permettre à la Côte d'Ivoire d'alimenter en électricité le sud-est du Mali ainsi que la ville de Bamako, conformément au protocole d'interconnexion signé dans le cadre de la mise en œuvre du système d'échange d'énergie électrique ouest africain entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Dans la même veine, toujours au titre du ministère auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le Conseil a adopté un décret portant ratification d'un accord de prêt d'un montant de 89 500 000 euros, soit 58 milliards 708 millions de francs CFA, conclu le 20 octobre 2015 entre l'AID, l'Association internationale de développement, et notre pays en vue du financement du troisième crédit d'appui à la stratégie de réduction de la pauvreté. Ce financement est le troisième d'une série qui a débuté en 2013. Il permettra d'appuyer les différentes étapes de mise en œuvre de ce programme de réduction de la pauvreté, notamment les mesures inscrites dans la matrice, notamment la réalisation des mesures inscrites dans la matrice des réformes structurelles, dans les domaines de la gestion des finances publiques, de l'environnement des affaires, de l'énergie, de l'agriculture, etc. C'est là un financement sur une durée de 25 ans, avec 5 ans de différé, des conditions d'engagement, des commissions d'engagement et des services relativement faibles, 1,25%. Nous passons au chapitre des mesures individuelles. Le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de l'ambassadeur Adjumani Kouadio en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la principauté de Liechtenstein avec résidence à Berne. Le Conseil a également donné son accord en vue de la nomination de M. Roberto Rodriguez Pena en qualité d'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de Cuba près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Conakry. Son accord en vue de la nomination de M. Oleksandr Ovcharov en qualité d'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République d'Ukraine près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Dakar. Et le Conseil a enfin donné son accord pour la nomination de M. Ndolam Ngokwe en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan. Nous passons au chapitre des communications. La première communication faite au titre du Premier ministre a rendu compte de la participation de la Côte d'Ivoire aux assemblées annuelles 2015 du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale, assemblées qui ont eu lieu à Lima, au Pérou. Du 7 au 11 octobre 2015. Ces assises ont porté sur la situation, les perspectives économiques, financières mondiales et particulièrement sur la coopération des pays du groupe Afrique avec le FMI et la Banque mondiale.
Ces assemblées ont relevé qu'en dépit des risques multiples auxquels l'économie mondiale est confrontée, ces dernières années ont été marquées par des progrès notables accomplis en matière de lutte contre l'extrême pauvreté. Pour la première fois dans le monde, la proportion des personnes vivant en situation d'extrême pauvreté est descendue en dessous de la barre des 10%. En marge de ces travaux, le Premier ministre a eu des rencontres avec les dirigeants du groupe de la Banque mondiale et également les dirigeants du FMI, discussions qui ont permis d'explorer diverses voies en vue de l'approfondissement de la coopération, du partenariat, qui, je dois le dire, est déjà très bon entre notre pays et ses institutions. À cet effet, il est bon d'indiquer que la vice-présidente exécutive de l'Agence multinationale de garantie des investissements, donc la MIGA, effectuera une visite de travail en Côte d'Ivoire, la deuxième du genre, en février 2016 en Côte d'Ivoire. Dans la même veine, il est bon de préciser également que la SFI, la Société financière internationale, vient de rehausser sa représentation dans notre pays à un niveau de représentation sous-régional, puisque le bureau de la Côte d'Ivoire couvrira désormais les pays du fleuve Mano. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil a adopté une communication relative à l'élection présidentielle du 25 octobre 2015. Cette élection s'est tenue le 25 octobre 2015 conformément à la législation électorale nationale. Elle a eu lieu sur toute l'étendue du territoire et dans 19 représentations diplomatiques ou consulaires de la Côte d'Ivoire à l'étranger. Et le ressort des rapports qui ont été faits par les autorités préfectorales et les missions d'observation que le scrutin s'est bien déroulé partout. Il s'est déroulé dans un climat de paix, de convivialité même dans certains cas. Il s'est déroulé en toute transparence. Il a été conforme aux lois ivoiriennes et il a été conforme aux standards internationaux en matière électorale. Chacun a pu voir qu'un accès équitable aux médias publics a été réservé aux candidats qui ont exceptionnellement bénéficié d'un financement de 100 millions de francs CFA. Un dispositif important de sécurité avait été mis en place, coordonné par les autorités préfectorales. Il a été déployé sur toute l'étendue du territoire national. Il a mobilisé près de 34 000 éléments des forces de défense et de sécurité, appuyés par 8 000 casques bleus de l'ONUCI. Je ne serais pas complet si je n'indiquais pas qu'il y a eu quelques dysfonctionnements. Effectivement, il y en a eu qui ont été relevés par-ci, par-là, mais de l'avis général, et c'est cela qui est important, ces dysfonctionnements n'ont pas négativement impacté le scrutin qui a pu se dérouler sans incident majeur. Autrement dit, les quelques dysfonctionnements qui ont été relevés ne sont pas de nature éventuellement à changer le résultat donc, qui est sorti des urnes. Le Conseil s'est félicité du climat apaisé, sécurisé dans lequel se sont déroulées d'abord la campagne électorale, puis ensuite l'élection du président de la République. C'était une étape importante pour notre pays, une étape décisive même dans le sens de la normalisation, de la stabilisation de la vie politique de notre pays. Parce que vous le savez, depuis 1990, depuis que notre pays a commencé à organiser des élections, malheureusement, celles-ci ont systématiquement et chaque fois été marquées par des violences. Donc, pour la première fois, aucune violence, aucun acte susceptible d'être traité comme tel n'a été relevé nulle part, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans aucune représentation à l'étranger. Donc, on peut dire désormais que la Côte d'Ivoire a franchi ce pas important qui lui permet d'entrer dans le concert des nations ou des pays démocratiques. Les résultats, vous les connaissez, je les rappelle juste.
taux de participation 52,86%, nous y reviendrons éventuellement. Suffrage accordé au président de la République, le président Alassane Ouattara, 83,66%, qui devance le président Alassane Ouattara, qui devance ses adversaires dans toutes les régions, à l'exception du Moronou. Et il est important de signaler que tous les candidats malheureux ont tenu à féliciter le gagnant de cette élection. On peut donc dire à l'issue de ce scrutin que le président de la République de Côte d'Ivoire a été bien élu, a été élu par tous les Ivoiriens de toutes les régions, qu'il y a une adhésion forte à sa politique, menée donc depuis 5 ans, et qu'il y a une adhésion forte à sa personne. Le Conseil a noté les dysfonctionnements qui lui ont été présentés et a exhorté la Commission électorale indépendante, la CEI, et l'ensemble des ministères concernés à l'effet de corriger ces dysfonctionnements et à faire en sorte que le cap d'élections crédibles et transparentes soit maintenu pour les prochaines échéances électorales. Parce que vous savez, là nous terminons l'élection présidentielle, mais il y a les élections locales, donc municipales, législatives et régionales, qui auront lieu dans les prochains mois. Et il est important donc que ce cap soit maintenu. Des recommandations ont été faites, dont premièrement la poursuite de l'appurement de la liste électorale, parce qu'il a été relevé que c'est en réalité l'une des explications au faible taux de participation, prenons-le dans ce sens-là. Explication pourquoi? Parce que depuis 2009 que cette liste a été établie, il n'a été relevé que 1200 décès. 1200 décès dans un pays où nous sommes à 1,2% de taux de mortalité. Donc nous devrions être aux environs de 500 000 sorties au moins de ce fichier électoral. Bon, il se trouve qu'en Côte d'Ivoire, malheureusement, cette obligation n'est pas formelle. Et par ailleurs, les procédures qui auraient pu permettre d'apurer automatiquement donc le fichier électoral n'ont pas été mises en œuvre. Donc, il pourrait, il a été demandé d'ailleurs que ce travail soit fait assez rapidement, il pourrait donc se révéler qu'un nombre important de personnes décédées continue de figurer sur cette liste électorale. Donc, ce qui fausse, ce qui pourrait contribuer à fausser le taux de participation d'environ une dizaine de pourcents, ce qui n'est pas négligeable, d'une dizaine de pourcents. D'autres explications, évidemment, ont été données qui permettent d'expliquer ce taux. C'est, entre autres, le fait qu'il y avait en 2010 un grand nombre de personnes vivant à Abidjan, donc recensées à Abidjan, mais dont le lieu de vie habituel n'était pas Abidjan. Donc, c'est les nombreux déplacés que nous connaissions en 2010 et dont la plupart ont pu repartir chez eux. Dans des communes comme Cocody, c'est peut-être isolé. Les cités universitaires, sont encore fermées. Les universités n'étaient pas ouvertes. Donc, beaucoup d'étudiants pouvaient se retrouver effectivement en dehors d'Abidjan même, ou n'ont pas tenu à se déplacer vers leur bureau de vote. D'autres explications, et je pense qu'il y en a beaucoup, mais d'autres explications certainement vont faire l'objet d'analyse, et puis l'objectif est de comprendre ce qui se passe, parce que le souhait du gouvernement ou le souhait du président de la République, c'est de faire en sorte que la majorité des Ivoiriens aillent voter, que la majorité des Ivoiriens soit amenée à voter, à décider de qui les dirige, de qui dirige leur municipalité, de qui est député, etc., etc. Il est donc important que nous ayons une bonne compréhension de ce taux de participation.
Il y a un autre élément qu'il est important malgré tout de signaler, c'est que dans un pays où l'élection est libre, et il est rare de dépasser le taux de 80%. D'ailleurs, le taux que nous avons vu en 2010, il était de 80%. 80%, alors qu'en 2010, chacun sait que la liste électorale venait d'être établie. Il y avait des candidats de poids et tous les Ivoiriens souhaitaient faire le choix. Mais nous n'avons pas dépassé ce taux de 80%. Donc il y a 20%, j'allais dire, de personnes qui naturellement ne vont pas voter. Et ça, quel que soit le pays, ça ne tient pas qu'à la Côte d'Ivoire. Donc quand vous mettez tous ces éléments ensemble, en réalité, le taux qui a été noté n'est pas exceptionnellement bas. Il est dans la normale de ce que notre pays a connu. Il faut savoir qu'en 2000, le taux de participation était de 37%. Était de 37%. Donc c'est quand même important. Et peut-être autre indication pour terminer sur ce chapitre, le taux de participation des personnes ayant retiré leur carte d'électeur s'est élevé à 94%. Donc 94% des personnes qui sont allées retirer leur carte d'électeur ont tenu à aller voter. Bon, je n'évoque pas la perturbation que la communication faite sur les cartes d'électeurs a pu également causer, parce que les Ivoiriens ont été un peu perdus par les explications successives qui ont été données, et tout cela a pu effectivement contribuer à perturber les choses. Voilà, donc sur ce chapitre, s'il y a des questions, nous allons y répondre tout à l'heure, mais l'important est de dire que cette élection s'est bien déroulée, que le président a été bien élu, qu'il est au service de toute la Côte d'Ivoire. Il a dit lui-même, au service de ceux qui ont voté pour lui, mais également de ceux qui ont voté pour ses adversaires. La troisième communication faite l'a été au titre du ministère de l'Agriculture. Elle est relative au bilan de la campagne coton 2014-2015 et aux perspectives de la prochaine campagne, de celle qui s'ouvre maintenant. Il faut dire que la prévision de production pour 2014-2015 était de 430 000 tonnes de coton graines et que le tonnage effectivement produit est de 450 000 tonnes à la fin de la campagne. Bon, ce qui permet de penser que l'objectif de 600 000 tonnes avant l'échéance 2020, selon les orientations du gouvernement, est parfaitement réalisable. Pour la campagne 2015-2016, il est prévu donc que cette augmentation se poursuive pour atteindre 484 000 tonnes. 484 000 tonnes pour 440 000 hectares emblavés ou mis en production. Donc 484 000 tonnes, prévision 2015-2016. Sur cette base, et malgré la baisse des cours au niveau international, le Conseil a tenu à fixer le prix pour la campagne 2015-2016 pour le coton à 250 francs CFA par kilo. Il faut dire que l'an dernier, le prix initialement était de 235 francs le kilo pour le premier choix, qui a ensuite été relevé à 250 francs. Donc, malgré la baisse des cours sur le marché mondial, le Conseil maintient ce prix de 250 francs pour la campagne coton 2015-2016. L'ouverture de cette campagne 2015-2016 est fixée au 15 novembre 2015. Évidemment, il est demandé à tous les acteurs de la filière de mettre effectivement en œuvre ce prix, d'appliquer ce prix, donc qui est le prix sur toute l'étendue du territoire. C'est le prix qui est appliqué pour le coton graine premier choix. Tous les acteurs sont également incités
à mettre en œuvre de bonnes pratiques agricoles et à faire en sorte que le coton produit soit de bonne qualité. Nous passons au chapitre des divers. Le premier divers est fait au titre du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Il est relatif au projet Abidjan Ville Propre. C'est un projet qui, comme vous le savez, a été relancé au mois d'août dernier, ce qui a permis, dans une certaine mesure, de rendre la ville d'Abidjan et certaines villes de l'intérieur du pays propres. Jusqu'à maintenant, il s'agit donc de poursuivre ce projet jusqu'au 31 décembre 2014. En attendant, donc, la mise en œuvre de process plus permanents, donc pour éviter que nous ayons à prendre ces décisions temporaires tous les 3 mois. Donc, ce projet va se poursuivre dans le même format que celui qui avait été précédemment autorisé, donc en août, pour la période d'août, septembre et octobre. Je dois indiquer ensuite que le deuxième point évoqué en divers est relatif au programme d'activité du chef de l'État au cours des prochaines semaines. Évidemment, un programme chargé surtout au plan de l'international, puisque le chef de l'État participera à un projet à un sommet sur la migration à Malte, les 11 et 12 novembre. Il participera ensuite au sommet mondial sur le climat, qui a lieu du 29 novembre au 3 décembre. Il participera à un sommet Chine-Afrique les 4 et 5 décembre en Afrique du Sud. Et il participera le 6 décembre à un sommet de l'UMOA. Et dans le courant du mois de décembre, le chef de l'État recevra la CONARIV, recevra le directoire des chefs traditionnels et recevra également les chefs religieux pour tout de suite embrayer sur l'action d'accélération du processus de réconciliation nationale. C'est une priorité. Vous avez pu voir que le chef de l'État en a parlé ce matin, que le Premier ministre en a parlé, que les Ivoiriens en parlent. Le chef de l'État tient à dire qu'il a bien entendu les Ivoiriens. Donc il va rencontrer d'abord ces 3 groupes pour comprendre un peu mieux les problématiques résiduelles qui font qu'on continue de penser que les Ivoiriens ne sont pas réconciliés. L'objectif étant, évidemment, de les entendre et de mettre en œuvre tout ce qu'il est possible de faire, pour que les Ivoiriens vivent en parfaite harmonie, que la cohésion nationale tant souhaitée, qui ne peut que nous rendre plus forts, que cette cohésion nationale soit effective partout sur le territoire national. Donc cette rencontre aura lieu, ces rencontres, parce qu'il s'agit de plusieurs rencontres, auront lieu au mois de décembre. Et nous souhaitons tous qu'elles débouchent sur une véritable réconciliation entre les Ivoiriens. Voilà, mesdames et messieurs, les sujets qui ont été discutés ce matin. Je suis à votre disposition pour prendre des questions et tâcher dans la mesure du possible d'y répondre. Monsieur le ministre, bonjour. Frédéric Gara pour RFI. Une question simple concernant la CEI. Le Conseil a fait des remarques sur les dysfonctionnements, en tout cas a pris note de ces dysfonctionnements. Et en même temps, on envisage, si je comprends bien, d'améliorer les choses. Est-ce que ça veut dire que la CEI va être maintenue pour les prochaines échéances ou qu'on va passer un jour ou l'autre à des organisations d'élections en Côte d'Ivoire, comme ça se fait dans d'autres pays, c'est-à-dire via le ministère de l'Intérieur? C'est une question qu'il faudra probablement poser au chef de l'État lui-même. Ce que je peux dire, c'est que tout le monde a noté une bonne tenue des élections qui viennent de se dérouler. Et tout le monde a noté une grande maturité des Ivoiriens, mais également une action pas forcément
parfaite, mais une action qui a été, qui s'est très bien déroulée en ce qui concerne la CEI. Il y a des choses qui relèvent de la CEI et qui pourraient être transférées à d'autres acteurs. Nous en avons parlé ce matin, je peux le dire. Il s'agit notamment de tous les aspects logistiques vous avez pu voir qu'au dernier moment, il a fallu faire appel au préfet pour transférer des documents électoraux, pour transférer des équipements dans tel ou tel endroit. Les préfets ont cette capacité, par exemple, à requérir des citoyens, à réquisitionner des véhicules, etc., ce que la CEI n'a pas. Donc, il n'est pas impossible que ces aspects purement logistiques puissent être rapidement transférés à d'autres acteurs, notamment à l'administration préfectorale. Mais la CEI, jusqu'à la fin du cycle électoral en cours, je pense, demeurera et fera son travail. Et ensuite, il reviendra aux Ivoiriens, dans leur ensemble, d'apprécier la qualité du travail. Et, vous savez, ce sera surtout une question de confiance. Quand la confiance sera revenue, que les acteurs ne douteront plus les uns des autres, évidemment, chacun pourra accepter donc le travail qui pourrait éventuellement être fait par le ministère en charge de l'Intérieur. Mais bon, la CEI a été mise en place justement pour pallier cette insuffisance de confiance et nous espérons que cela va vite passer. Je dois dire qu'aujourd'hui, rien n'est arrêté. Rien n'est arrêté. A priori, nos textes, ceux qui régissent les élections, disent par exemple pour les députés que le député est élu pour 5 ans. Bon, donc 5 ans à partir, si j'ai bonne mémoire, de décembre 2011. Donc ça fait décembre 2016. Bon, en même temps, le cycle électoral en Côte d'Ivoire, dans le passé, faisait en sorte que le président qui était élu pouvait tout de suite compter sur une Assemblée nationale un peu à sa couleur, puisque les élections législatives avaient lieu dans les 2 mois qui suivaient l'élection présidentielle. Bon, si on veut revenir à cela, évidemment, il va se poser un problème, une contradiction entre notre Constitution et les textes qui aujourd'hui régissent les élections. Donc, il s'agit là de questions qui vont être débattues au niveau des acteurs politiques, de façon à ce qu'un consensus se dégage sur l'une ou l'autre de ces options. La chose qui me paraît aujourd'hui claire et acceptée par tous, c'est que notre Constitution soit revisitée. Je pense que cela va se faire assez rapidement, dès le début ou dès les premiers mois de la prochaine année. Mais pour le reste, j'aurais du mal à vous répondre précisément, tant que ce consensus, ces discussions premièrement, et ce consensus n'ont pas eu lieu entre les acteurs. Bonjour, Monsieur le ministre. Je suis Baudelaire Mieux de Jeune Afrique. Monsieur le ministre, moi, je voudrais me focaliser sur la campagne coton qui démarre le 15 novembre prochain. Ma question est la suivante. Le coton en Côte d'Ivoire est un secteur, disons, une filière très sinistrée. Et depuis plusieurs années, le gouvernement ou l'Union européenne apporte une subvention pour faire renaître cette filière-là. Je voulais savoir si pour cette année, le gouvernement a prévu de faire une subvention. Est-ce que dans la communication, il est noté qu'une subvention sera apportée encore aux cotonculteurs ivoiriens? Je vous remercie. Vous avez raison. Le coton est dans une situation difficile dans le monde entier pour tous les producteurs. Bon, et chacun sait que les producteurs les plus importants subventionnent d'une certaine façon leur production cotonnière. Évidemment, nos pays ne peuvent pas échapper à cela. Cela, c'est ce qui se faisait déjà depuis quelques années, puisque les intrants et les engrais faisaient l'objet de subventions par l'État de Côte d'Ivoire.
Et cette année, le maintien du prix à 250 entraînera de facto le paiement de subventions par l'État. Bon, donc, je ne pourrais pas vous dire les montants sur chacun de ces chapitres, mais ce que je peux assurer, c'est que l'État fera tout pour que cette économie côtière se maintienne. Il faut savoir que dans certaines zones du pays, en particulier dans les zones nord, le coton est très important. Le coton contribue à la redistribution de richesses, de revenus à certaines catégories de population. Et donc, il ne va pas être facile d'arrêter comme ça du jour au lendemain le soutien qui est apporté par l'État à ces personnes-là. Et puis d'autre part, notre pays a des ambitions également, ambitions qui vont au-delà de la production de coton, puisque ce qui pose problème aujourd'hui, c'est la production de coton. Mais quand vous allez dans les stades en aval, au niveau de la première transformation, de la deuxième transformation, il est possible de dégager effectivement là des marges de manœuvre. Donc notre ambition, c'est d'aller au-delà de la production pure et simple pour aller dans la transformation et permettre à notre pays peut-être finalement d'être gagnant par rapport à l'ensemble de la chaîne de valeur. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui troisième producteur africain, c'est important de le dire, troisième producteur africain, et notre ambition évidemment c'est de continuer à accroître notre production et aller au-delà peut-être de ce qui est fait aujourd'hui par les deux premiers producteurs. Donc l'ambition est forte. Avec la transformation, les inconvénients soulevés au niveau des produits bruts pourraient s'effacer, et c'est notre ambition. Bonjour Monsieur le ministre, je suis Théodore Senzé de Fraternité Matin. Je voudrais que vous puissiez revenir un peu sur la présidentielle. Certains candidats, après avoir perçu l'appui exceptionnel de l'État, se sont empressés de retirer leur candidature. Est-ce qu'on va les poursuivre qui rendent les sommes indûment prises? Merci. Vous savez, souvent il est dit que le meilleur juge, c'est la conscience de chacun. Surtout quand on est dans une activité comme celle-là, une activité politique, donc qui est au service des populations. Je l'indiquais le jour où j'ai annoncé l'octroi par le chef de l'État de l'autorisation de l'octroi par le chef de l'État de cette subvention aux candidats, qu'il n'y avait pas de mécanisme formellement mis en place pour contrôler l'utilisation de ces sommes. C'est un élément qui va être pris en compte justement dans nos textes. Si cela doit figurer, cela va figurer formellement, et évidemment des mesures de contrôle seront mises en place. Cette fois-ci, il s'agissait d'un financement exceptionnel. Et j'indiquais ce jour-là qu'il reviendra aux Ivoiriens d'apprécier le sérieux des candidats, d'apprécier la sincérité de chacun des candidats, voire même d'apprécier, je ne vais pas être méchant, mais la moralité de certains des candidats. Parce que le comportement qu'on a quand on est opposant, c'est ce comportement qu'on peut être tenté d'avoir quand on a un jour une parcelle de pouvoir. Bon, certains ont pu montrer comment ils agissent déjà. Bon, donc ceux qui ont braqué ces sommes-là, demain braqueront d'autres sommes. Donc je pense que les Ivoiriens sont bien situés, et à eux de sanctionner ou de récompenser ceux qui ont agi. Merci, Monsieur le ministre. Je suis Armand Depela, Soir Info. Je ne peux pas dire plus. Vous avez annoncé tout à l'heure une rencontre entre le chef de l'État et les chefs religieux et la CONARIV, je crois. Est-ce que, à l'issue, c'est une question, j'allais dire hypothétique, est-ce qu'une demande dans le sens d'une amnistie générale était exposée au président de la République? Est-ce qu'elle pourrait être satisfaite? Est-ce que c'est envisageable aujourd'hui pour aller véritablement dans le sens de la réconciliation, une amnistie générale en faveur donc des prisonniers dits politiques en Côte d'Ivoire? Merci. Bon, là, je pense que vous voulez m'amener
à anticiper sur des décisions qui, justement, vont se prendre à l'issue de cette discussion-là. L'objectif, c'est vraiment d'entendre tout le monde sur le fond, d'entendre tout le monde sur la volonté qu'ont les Ivoiriens d'aller vers la réconciliation, et puis d'entendre tout le monde sur les moyens susceptibles d'amener cette réconciliation-là. Je pense que toutes les parties se parleront vraiment en toute objectivité et en prenant en compte l'intérêt supérieur de la nation ivoirienne. Parce que, évidemment, on peut parler de l'amnistie, on peut même parler de grâce présidentielle, mais en face, nous l'avons toujours indiqué, il y a des victimes aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcer une réconciliation qui peut demain déboucher sur d'autres frustrations. Parce que d'autres frustrations, c'est à nouveau un processus de réconciliation qui ne sera pas achevé et on continuera de nous dire, oui, voilà, tel se plaignent, telle ou telle personne se plaigne parce que la réconciliation est en train d'aller contre elle. Vous voyez, donc il faut analyser tout cela avec beaucoup de sang-froid, avec beaucoup d'objectivité, en prenant bien en compte tout ce qui s'est passé dans ce pays. Parce qu'aujourd'hui, même dans ce qu'on appelle prisonniers politiques ou prisonniers des différentes crises que notre pays a connues, beaucoup d'amalgame est fait. On mélange souvent les prisonniers, les premiers prisonniers, donc ceux qui avaient été mis dans le lien de la détention parce qu'ils avaient participé, par exemple, à un gouvernement, parce qu'ils avaient dit des choses, etc., etc. On les mélange avec des gens qui ont pris des armes, qui ont attaqué des commissariats, qui ont tué des gens. Ce n'est pas la même chose. Donc on ne peut pas avoir la même réaction vis-à-vis de ceux-là. Certains partis politiques aujourd'hui réclament la libération de ces personnes. Peut-être qu'ils se connaissent. Je n'en dis pas plus. Peut-être qu'ils se connaissent. Mais évidemment, on ne peut pas décider de la même façon de quelqu'un qui a exprimé une opinion, de quelqu'un qui est allé dans un gouvernement parce qu'on l'a sollicité, même si elles ont eu tort d'avoir fait cela, parce qu'il suffisait d'avoir un peu de compréhension de ce qui se passe dans un pays pour comprendre que ce gouvernement à l'époque était illégal. Mais on ne peut pas mélanger cela avec des gens qui sciemment ont tué, et sciemment ont créé des faits de violence contre d'autres citoyens ivoiriens. Donc, je pense que là, je dévance un peu la discussion, mais je suis persuadé que dans les discussions, tous ces faits vont ressortir. Chacun dira ce qu'il pense, et puis ensuite, il reviendra au chef de l'État de décider de la conduite à tenir. Mais je peux dire, parce que cela est tangible, que le chef de l'État est dans une vraie disposition d'esprit à écouter les Ivoiriens et à aller vers l'apaisement et à aller vers ce que les Ivoiriens mettent comme contenu dans le terme réconciliation. Encore faut-il que cela soit compatible avec les valeurs de la République, avec les lois, etc. Voilà, je vous remercie. Et je ne l'ai pas dit, mais dans un mois, quelques semaines sont accordées quand même au gouvernement, pas pour se reposer, j'insiste là-dessus, mais pour mieux penser l'avenir. Voilà. Pour mieux penser l'avenir.